On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de tablettes d'aide pour les sourds et les malentendants, notamment dans les postes d'accueil dans les hôpitaux. Mais tout d'abord, elle habite Chambly, elle est une plongeuse de haut vol et elle plonge dans la Fondation Santé. Elle nous rappelle également le lancement de son livre, Lisanne Richard. Elle habite Chambly, elle est plongeuse de haut vol, on la voit partout, elle a 1001 projets. Faisons la mise à jour. Elle est avec nous, Lisanne Richard. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bon, toujours active parce que, bon, oui, c'est vrai, il y a eu Big Brother l'an passé. On dirait que ça fait 3 éternités, pourtant, c'est pas si loin dans le temps. Mais ta vie est restée très occupée dans les semaines et les mois qui ont suivi. Vraiment, mais quand j'y pense, je pense que ma vie a été occupée à partir de ma naissance. Mais oui, clairement, là, depuis la sortie de Big Brother, ça a été chargé avec différents projets. Puis j'avais eu aussi un accident, donc ça a retardé certains projets, puis ça a créé un petit boom, un petit sprint. Mais moi, j'aime ça, quand c'est occupé. On dirait que je fais exprès pour être occupée. Bon, d'ailleurs, je vais juste faire tout d'abord un petit clin d'œil parce que là, on est peut-être un peu post-Halloween, mais on est un peu encore dans l'environnement. Là, tu as publié un petit clip là, qui a été repris un peu partout lundi, le 31 octobre, où tu es déguisé en saucisse. Oui, en hot dog! En hot dog, en train de faire un plongeon de 20 mètres. Exact. C'est parti de où, ça? Bien, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai l'impression d'être plus une artiste qu'une athlète, mais c'est sûr que je pratique un sport, donc je suis une athlète également, mais j'ai envie de plus en plus de colorer mon sport puis de surprendre les gens qui me suivent, puis j'ai envie de faire rire, là. J'ai envie d'apporter du positif au quotidien. Et puis les réactions sont tellement bonnes, là. J'ai vraiment fait plaisir à beaucoup de monde en les surprenant avec cette cascade-là. Moi, en fait, aussi, tu sais, il faut remonter aussi à ton passage au Cirque du Soleil, où tu étais athlète, mais aussi sur le côté très artistique de la chose. Donc, Vraiment. ce côté-là, il n'est jamais très, très loin. Là. Non, exact. Là. En cirque, ce que je préférais, c'était le jeu d'acteur. Là. Ouais. Puis ensuite, lorsque je me suis concentrée sur ma carrière sportive, la façon que j'ai réussi à me sentir bien, c'est que je me mettais dans le rôle d'un super-héros. Quand je plonge, je suis un super-héros, mais pour moi, c'est un jeu de rôle parce que je pense pas être invincible ou... Moi, je me suis posé une question très technique. Parce que déjà, de sauter de 20 mètres, c'est quand même une bonne distance, une bonne rapidité, une bonne vitesse. Avec le saut là, de hot dog, là, quand tu arrives dans l'eau, ça change-tu quelque chose? Vraiment. Ouais. Puis c'était quand même assez stressant parce que j'avais peur que le costume brise à l'entrée à l'eau. Donc, je ne l'ai pas testé aux 10 mètres avant. J'étais allée direct sec aux 20 mètres. Puis, ça change beaucoup de choses. Ça change un peu la mobilité dans les airs, là, la fluidité. Ça change beaucoup les repères visuels parce que le costume était ample. Moi, dans les airs, là, je suis sortie de l'eau puis j'ai dit à mon coach, tout sérieusement, puis après, il y avait du monde à côté de moi puis ils ont parti à rire. J'ai dit, hey, c'était un petit peu difficile de voir l'eau. Je voyais juste la moutarde. Mais c'est parce que j'ai été aveuglée par le pli du costume dans les airs. Un plongeon de 20 mètres, c'est quelle vitesse qu'on atteint en bas? Probablement que j'étais plus lente cette fois-là parce que j'ai dû créer plus de friction dans l'air, mais c'est près de 80 km/h. Puis là, à l'arrivée à l'eau, comme le costume est ample, il a comme pris de l'eau, là. Fait que la force de l'impact était un petit peu supplémentaire. Mais le costume n'a même pas brisé. Dans les dernières années, encore là, on dirait que ça fait une éternité, mais ça fait pas tant loin. Il y avait une pandémie. Mais pendant cette pandémie-là, il y a eu aussi le lancement d'un livre, une biographie toujours plus haut. C'est très drôle parce que c'est là qu'on se rend compte que durant cet espace-là de la pandémie, il s'est passé certaines choses, mais bon, on avait les idées, le focus ailleurs, puis il y a des trucs, malheureusement, pas qui sont passés inaperçus, mais tu sais, quand tu m'as dit « j'ai un livre », j'ai fait comme « un livre », je me rappelais même pas qu'il y avait eu un lancement de livre. Mais c'est important de le dire. Parle-nous un peu de ce projet-là. Comment ça a commencé? Mais c'est vraiment de beaux hasards, je dirais. Lorsque j'habitais à Montréal, je m'entraînais dans un gym. Et puis l'auteur, parce que je suis co-auteur de ce livre-là, Myriam, elle s'entraînait avec moi. Puis elle avait déjà remarqué mon énergie, qu'elle aimait. Puis ensuite, il y a eu une chronique dans le Journal de Montréal, la chronique Motivation, où c'était quand même une entrevue assez complète. Puis Myriam a lu cette entrevue-là, puis là, elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose avec Lisanne. Puis elle m'a approchée. Puis c'était dans l'air, mais ça a pris du temps avant de s'officialiser, mais elle a assisté à une compétition à Bilbao en la fin 2019, la dernière compé de la saison 2019. Puis là, vraiment, ça a été le coup là, d'envoi. Après, elle a fait « J'ai pas le choix d'écrire le livre ». Puis elle a une très belle plume, Myriam. C'est publié par Flammarion Québec, donc on est
complètement chanceux. On est tombé sur une super maison d'édition. Puis moi, je trouve que c'est le fun pour mes enfants. C'est des souvenirs. Puis la vie va tellement vite qu'on pense plus à qu'est-ce qu'on a fait. Moi, je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que je vais faire, pas à qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, c'est archivé quelque part. Est-ce que tu trouves ça particulier de dire biographie de Lisanne Richard alors que tu n'as pas 102 ans, tu n'as pas 60 ans, tu es quand même relativement jeune, mais tu as tellement fait de choses qu'on peut les retrouver dans une biographie malgré ton jeune âge? Mais au début, c'est comme un des points que je me disais, coudonc, est-ce que je dis oui à ce projet-là? Ça fait bizarre. Mais on peut constater qu'il y a quand même un mouvement. Là, maintenant, Charles Lamelin, il y a sa biographie. Marianne Saint-Gelais avait écrit un livre. Il y a plusieurs personnes, là. Puis je pense que ça va rejoindre un auditoire plus jeune aussi, parce que pour les jeunes au secondaire, le livre de l'histoire de la vie de quelqu'un qui a 85 ans, les faits d'actualité sont moins récents. Tandis que là, on parle de des accomplissements dont les personnes ont entendu parler aux nouvelles, sur les réseaux sociaux et tout. Donc, ça va chercher, c'est ça, une nouvelle perspective là, de biographie, mais l'auteur, elle m'écrit souvent, puis elle dit « Mon Dieu, ça, c'était pas dans le livre. T'arrêtes pas de faire des affaires, il va falloir faire une suite. » Parce que moi, c'est pas fini, tu sais. Donc ça fait particulier, parce que c'est comme si c'était terminé. Mais pour moi, c'est juste le début. Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne sait pas déjà? Il y a vraiment toute mon enfance, le rapport avec l'eau, comment ça que j'ai commencé le plongeon. Moi, je suis maman aussi de 3 enfants. Je suis devenue maman jeune. Donc, il y a des difficultés qui m'ont fait grandir, mais qui sont expliquées dans le livre. Puis tout mon passage au Cirque du Soleil. On a vécu en tournée, là, en famille, pendant plusieurs années. Moi, je faisais l'école à la maison. C'était quand même quelque chose. Fait qu'il y a tout ça. Puis il y a vraiment un côté intéressant lié au voyage, puisque ma vie, jusqu'à la pandémie, elle était partout autour du monde. Là, j'avais un pied à terre au Québec, mais je n'étais jamais là. J'étais toujours un peu partout. Puis ça décrit également comment ça se passe dans les compétitions Red Bull Cliff Diving et de la FINA. Donc, il y a vraiment des détails qu'on ne voit pas à l'écran qui sont intéressants. Puis, ça se veut inspirant aussi de par le fait qu'on raconte les difficultés, comment on les a surmontées. Puis, il y a vraiment des passages qui amènent une réflexion au lecteur. Myriam, elle termine avec une ouverture, là, plusieurs chapitres là, en posant des questions pour inciter le lecteur à se questionner. C'est parce qu'en fait, dans ton profil, il y a plusieurs profils. Moi, c'est l'impression que ça me laisse parce que, bon, les gens parfois s'arrêtent à de très courts souvenirs. Oui, Lisanne Richard de Big Brother. OK, mais ça a duré 2-3 mois, c'est terminé. Ou encore, on va dire, oui, ça, c'est la fille qui a plongé à partir d'une montgolfière dans la rivière Richelieu. Bon, oui, mais elle n'est pas que ça. Elle fait d'autres choses. Elle a fait d'autres choses avant. On faisait référence en introduction à ton passage quand même plusieurs années au Cirque du Soleil. Mais oui. Et pourtant, au Cirque du Soleil, tu faisais pas nécessairement du plongeon de haut vol. Non, j'ai jamais fait haut. Je rêvais de faire haut lorsque j'ai débuté le cirque. Puis finalement, je suis partie sur plein d'autres projets. Puis j'ai fini par avoir l'opportunité à quelques reprises de me joindre au spectacle haut, mais ça correspondait plus dans ma vie, donc je l'ai jamais fait. Fait qu'en cirque, je faisais beaucoup du personnage, mais j'étais très polyvalente. Barre russe, balançoire russe, roussir, banquine main à main, jeu clownesque. Oui, pas mal. Mais ça prenait quand même des aptitudes athlétiques pour faire ce que tu faisais au cirque, là. Vraiment, sauf que ma motivation intérieure à moi était d'aller toucher les gens, d'aller à la rencontre des gens. C'est vraiment le côté jeu d'acteur qui me touchait davantage. Par contre, l'acrobatie était un prétexte pour entrer sur scène. Donc, c'est comme si j'avais pas le choix de devenir bonne technicienne en cirque pour pouvoir me permettre d'être sur la scène. On en a déjà parlé, puis c'est drôle parce que dans le livre, on revient sur ce volet-là. Bon, aux Olympiques, on voit les plongeons de 3 et de 10 mètres. Toi, tu fais du haut vol, qui est une discipline qui, à ce jour, à moins que ça ait changé, n'est pas encore reconnue aux Olympiques. Non, puis là, vraiment, là, il y a eu... Ça fait plusieurs années qu'on souhaite. On souhaitait déjà pour Rio entrer, puis ensuite pour Tokyo également. Mais là, finalement, ce n'est pas une discipline officielle pour Paris non plus. Par contre, le sport évolue tellement, c'est vraiment beau. Maintenant, la Fédération fait des compétitions juniors également. Ils ne vont pas jusqu'à 20 mètres, mais ils vont jusqu'à 12 mètres quand même. Même, il y a du 15 mètres. Puis, donc, on est vraiment en train de développer. Là. Ça va peut-être être en 2028 aux Olympiques. Et non pas en 2024. Exact. 2024, on a comme la confirmation que ça ne sera pas là. Donc, c'est une bonne raison pour laquelle moi, j'ai passé à d'autres projets. Parce que pendant une période de ma vie, mon objectif était d'aller remporter les Olympiques. Puis,
ça aurait vraiment été réaliste si c'était arrivé dans mes années de compétition, parce que je remportais quand même assez fréquemment. Mais là, je ne peux pas passer ma vie à attendre quelque chose qui ne dépend pas de moi. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le développement du sport, mais maintenant, je suis contente d'avoir d'autres objectifs, puis je vais être super heureuse d'être présente autrement quand ça va être un sport olympique, mais pas nécessairement compétitionner. Alors donc, sachez qu'il existe une biographie de Lisanne Richard, toujours plus haut chez Flammarion, qu'on peut bien sûr se procurer un peu partout dans les librairies. Je veux qu'on parle de ça ici, petite enveloppe dans laquelle il y a des serviettes. Oui! Mais des serviettes comme en microfibre. C'est très spécial comme... je suis sûr qu'à la caméra, on ne le voit peut-être pas très bien, mais c'est quoi comme matériau, juste? C'est du microfibre, là, vraiment de haute qualité. C'est une entreprise du Saguenay. Moi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, je suis vraiment heureuse de vivre en Montérégie puis en amour avec la région. Mais c'est des filles du Saguenay qui ont parti de cette entreprise-là. Puis... elles ont décidé d'avoir des ambassadrices. Donc, il y a moi et Laurie Marois, qui est une artiste peintre. Puis, ils ont reproduit de ses œuvres sur des serviettes. Puis, la mienne est vraiment inspirée de mon parcours en plongeon. Là, c'est moi toujours dans les plus airs. haut, avec passion, de se sentir en vie. Oui. Donc, ça reprend donc ta citation à toi qu'on retrouve là-dessus. C'est vraiment personnalisé, mais tout le monde peut se la procurer. D'ailleurs, ils sont en vente aussi au Parc olympique. Là. C'est tout nouveau, mais on est à la boutique du Parc olympique avec les serviettes Solem Lisanne Richard. Bon. Et on a vu dans les derniers jours que la Fondation Santé au Richelieu-Rouville aura maintenant non pas un, mais 2 porte-parole. On connaissait déjà Martin Vachon, comédien, animateur, humoriste. Et là, ce rôle-là sera partagé avec toi-même. Oui. Comment c'est arrivé dans le portrait, ça? Bien, en fait, ce que je trouve beau dans cette histoire-là, c'est qu'il y a souvent des choses qui sont en train de se placer, puis on le sait même pas. Hein? Parce que Julie, qui a un rôle important pour la Fondation, ça fait super longtemps qu'elle suit mon parcours. Même dans les années où j'habitais à Montréal, elle me suivait. Quand j'ai développé le centre d'entraînement au Parc Jean-Drapeau, elle travaillait au Parc Jean-Drapeau à l'époque. C'est vrai, ouais. Puis, donc, pendant longtemps, là, elle s'intéressait vraiment à ce que je fais. Puis quand elle a vu que je déménageais en Montérégie, là, elle avait quand même commencé à mijoter cette idée-là. Puis là, lorsque j'ai fait Big Brother avec Martin, puis qui ont remarqué qu'on s'entendait bien à ma sortie de Big Brother, on a eu l'invitation. Puis c'est vraiment le fun parce que une des choses que j'apprécie de la Fondation, c'est vraiment, il y a un esprit de... C'est juste du bon, c'est du beau, puis c'est donné pour que les gens soient bien, heureux, prendre soin des gens. Mais en étant co-porte-parole, ça fait que le mandat de porte-parole est vraiment dans le plaisir, là, parce qu'on a du fun ensemble, on arrive à partager un message, mais l'échange, pour moi, est vraiment partie intégrante d'avoir du plaisir dans le travail. Donc, de porter un mandat à 2, ça nous amène dans une ambiance humoristique, légère, puis on arrive à toucher les gens parce que de toute façon, c'est ça qu'on veut, amener du beau puis du drôle. Quel est ton rapport avec la santé, la tienne, celle de tes proches? Ultimement, quand tout va bien, et tant mieux, mais parfois, on a tous, à un certain moment, où nos parents, ou nos amis, ou nos enfants, besoin d'avoir des services de santé. Quel est ton rapport avec ça? Bien, pour l'instant, mon rapport avec la santé, il est beaucoup dans la reconnaissance parce que je suis très chanceuse d'être en santé puis que mes proches le soient. Mais je nous considère privilégiés aussi de savoir que s'il arrive quelque chose, on va pouvoir avoir recours à des soins de santé. Puis, c'est ça, c'est tellement important. En même temps, j'ai déjà eu des enjeux de santé. Moi, on m'a déjà annoncé que j'avais le cancer du cerveau, alors que finalement, j'ai rien, mais j'ai une masse, puis il faut faire un suivi. Une erreur? Mais oui, lors d'un MRI. En tout cas, longue Quand histoire, même. mais j'ai eu peur de perdre la santé. Puis j'ai vu à quel point ça a été vraiment pognant, là. Donc, puis finalement, moi, j'étais en bonne santé, mais je connais des gens qui ont vécu des difficultés de santé également. Dans le fond, c'est que la santé, là, physique et mentale, parce que la Fondation est beaucoup impliquée. Les prochains projets, c'est pour ramasser des sous pour tout refaire l'unité de psychiatrie. Mais ça va avec la cohésion dans la société puis un esprit de communauté. On veut que tout le monde aille bien pour pouvoir bien cohabiter, là. Les gouvernements financent la santé, mais les communautés, elles, y ajoutent leur grain de sel avec les fondations. C'est ça, parce que comme n'importe quoi, là, je veux dire, il y a un certain montant pour aider tout le monde. Ouais. Donc, le fait d'avoir des fondations qui vont vraiment faire une implication supplémentaire. L'année dernière, Lumière d'hiver, qui va sortir prochainement, ont amassé 90 000 $. C'est énorme quand même comme montant, là. Donc, c'est sûr que c'est énorme, mais en même temps, ça fait pas tant de choses que ça parce que
tout coûte cher, mais c'est quand même beau de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec juste une campagne. En terminant, en quelques secondes, on peut t'entendre aussi à Boom cet automne l'après-midi. J'ai un nouveau boss. Oui, c'est ça. Mais j'adore ça, les chroniques à Boom, puis l'équipe est géniale, puis ça fait partie de ma nature de vouloir toujours m'améliorer puis essayer des nouvelles choses. Puis j'ai clairement le besoin de communiquer, donc je suis à la bonne place, je suis chanceuse d'avoir le micro. La thématique, c'est le dépassement de soi. Exact. Je souhaite vraiment là, donner des outils, des conseils, puis inspirer les gens à s'investir dans leur propre dépassement. Lisanne Richard, merci beaucoup. Merci. Chance pour la suite. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Manquez pas ça. Bonjour, ici Pierre Olivier. Je suis membre du RSM, Réseau Surdité Montérégie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, mais il y a maintenant des tablettes d'accessibilité communicationnelle dans certains hôpitaux de la région de la Montérégie. Pour savoir quels hôpitaux sont équipés de ces tablettes, vous pouvez consulter la liste sur la page Facebook du RSM. Parlons de la communication dans les hôpitaux, mais pour une clientèle cible, les personnes qui n'entendent pas, donc les malentendants ou les sourds, on peut les appeler de différentes façons, mais ces gens-là ont droit à avoir des services et doivent se faire comprendre, notamment dans les services de santé. Et il existe maintenant des tablettes d'aide. On en discute avec M. Lefebvre, qui est le chargé de projet au réseau Surdité Montérégie. Bonjour à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un nouvel outil? Oui, en fait, c'est l'amélioration d'un outil qui existait déjà, on va le dire comme tel. Déjà, à l'hôpital Santa Cabrini à Montréal et à Rosemont, on avait implanté des tablettes qui permettaient d'accéder directement à des interprètes en langue des signes à distance. On pouvait les voir par relais vidéo. Okay. Donc, nous, on est allé récupérer ça et on a ajouté un autre volet qui est un programme qui permet de retranscrire par intelligence artificielle la parole. Ce qui fait que dans cette application-là, il y a non seulement les signeurs en LSQ qui peuvent se retrouver à profiter d'un interprète en langue des signes du Québec, mais il y a aussi une application qui retranscrit tout ce qui se dit pour ceux qui ne connaissent pas la LSQ. Oh là là, c'est assez poussé, là. C'est extrêmement poussé. Mais parce que là, dans le fond, les endroits où ce service-là est disponible, donc les personnes vont reconnaître... Donc, il y a comme une affiche qu'on voit ici, où là, ça dit, ça veut dire que le service est disponible, c'est ça? Exactement. C'est principalement... En fait, c'est uniquement dans les urgences pour l'instant. Dans les urgences? Dans les urgences. Parce que, par nos recherches, on a découvert que c'était la zone de l'hôpital qui était la plus anxiogène pour les personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Parce que généralement, les sourds qui vont se déplacer à l'hôpital, qui ont un rendez-vous, vont y aller avec un proche aidant ou avec un interprète qui est déjà réservé. Par contre, c'est difficile de prévoir à l'avance et de réserver un interprète pour le jour où tu vas tomber en bas de l'arbre. L'urgence, effectivement. Exactement. Tu n'as pas le temps d'appeler l'interprète pour dire « je m'en vais à l'hôpital ». Tu as un autre souci sur le moment. Donc, c'était la zone qui causait problème. Puis on a réalisé dans nos recherches qu'il y avait des gens qui étaient rendus à éviter d'aller à l'urgence malgré des problèmes de santé graves parce qu'ils avaient peur d'être maltraités ou d'être incompris quand ils allaient être à l'urgence. Donc, c'est vraiment le seul point d'origine, c'est cette constatation-là. Bon. Ce que dit l'autocollant en question, c'est dit, vous êtes sourd ou malentendant, pointez ce collant pour en avertir la personne à l'accueil. Oui. Il arrive quoi après? À partir du moment où le collant est pointé, le personnel qui est à l'accueil a un protocole à suivre, si on veut, qui est tout indiqué de son côté. C'est pour ça que les collants sont à deux faces. Là, du côté de la personne à l'accueil, dans la vitre, elle voit de l'autre côté ce qui est à faire. Donc, elle demande à la personne ce qu'elle préfère comme moyen de communication. Connaissez-vous la langue des signes? Sinon, dans ce cas-là, on va l'aiguiller vers le programme de transcription. Ouais. Si, par contre, la personne s'avère connaître la LSQ, là, on va l'aiguiller vers l'interprète en LSQ. Et après ça, la personne à l'accueil va prendre la tablette, va partir la tablette et va démarrer le vidéo d'explication, de guide de l'utilisateur qui concerne le service de communication qui a été choisi. Donc, pour la personne qui est en langue des signes, elle va commencer la vidéo qui explique comment démarrer une session avec un interprète à distance. Et pour la personne qui est simplement malentendante ou ne parle pas la langue des signes, là, c'est comment démarrer le programme de transcription automatique. Parce que là, il y a plusieurs choses. On dit
au besoin, prêtez-lui la trousse de pictogrammes. Ça, On dit par étapes, là, parce que, bon, ça dit la personne qui sollicite vos services pointe ce collant. Elle vous indique qu'elle est sourde ou malentendante. Au besoin, prêtez-lui la trousse de pictogrammes. C'est quoi ça? La phrase qui est là, c'est importante, c'est le « au besoin ». Il y a des situations où est-ce que la personne arrive et état de confusion, état de difficulté respiratoire, OK. grande panique. Il y a aussi une trousse de pictogrammes qui a été développée par les CISSS de la Montérégie-Ouest, qui a été partagée généreusement avec tout le territoire de la Montérégie, où est-ce que, dans le fond, on peut tenir une discussion très élémentaire en pointant des pictogrammes sur un petit cahier. Donc, on s'en tient comme à l'urgence parce que c'est vraiment, comment dire, des situations base, où est-ce que... là. Ah ouais, tu peux pas dire grand-chose. Ensuite, ça dit proposez-lui la tablette d'accessibilité communicationnelle, ce dont on parle, et faites-lui visionner la vidéo de présentation dont on a montré, nous, un extrait au début de l'entrevue. C'est pas ce même C'est pas la vidéo-là. même chose. Non, c'est le guide d'utilisateur. Ça montre à la personne... une autre affaire. Ah oui, oui, OK. oui. Il y a eu plusieurs tournages dans le processus. Bon, si elle préfère une transcription, donc la transcription automatique, ça marche comment? En fait, c'est basé en France, où est-ce qu'il y a un grand manque d'interprètes en langue des signes. Et donc, eux, ils ont été obligés de penser en dehors de la boîte. Ils ont généré une intelligence artificielle qui s'adapte rapidement en comprenant les particularités langagières de la personne. Donc, c'est... tout le monde connaît Google Transcript. Ouais. C'est comme Google Transcript en 10 fois mieux, parce que plutôt que de se baser sur le parler normatif des gens, elle s'adapte, l'intelligence artificielle, à la manière de parler de la personne qui parle au moment où elle parle. Au début, il y a beaucoup d'erreurs. Elle mélange tous les termes parce qu'elle s'ajuste. Mais rapidement, elle se met à saisir les mots qui sont utilisés. Si tu zozotes, elle va zozoter avec toi. Elle va corriger ton zozotement. Si tu bégayes, elle va corriger ton bégaiement. Si tu fais des la parce que tu viens du lac, elle va les arrondir aussi. Mais la communication, elle se fait comment? C'est-à-dire que la personne à l'accueil parle, la tablette capte le son de la personne qui parle et va le retranscrire à l'écran. Exactement. Donc, la personne, l'usager, la personne qui est malentendante, tient la tablette devant elle, oriente la tablette vers la personne qui parle, reçoit le discours, et puis ça s'écrit à partir de là. Mais l'inverse se fait comment à ce moment-là? C'est la partie qui est plus difficile et où est-ce que là, on s'en remet à toutes les tactiques qu'ont développées les personnes sourdes et malentendantes. Surtout dans le cas des malentendants, généralement, ils sont capables de parler, n'est-ce pas? Parce que souvent, la malentendance se développe avec l'âge, ou alors, même s'il est né, il n'y a plus né avec une situation de malentendance, il y a quand même des outils qui sont développés pour pouvoir apprendre à parler. Donc, généralement, ils sont très compréhensibles quand ils s'expriment. Des fois, la prononciation est particulière. Ils se font comprendre. Dans le cas Mais des déjà, signeurs... c'est plus facile, j'imagine, pour la personne malentendante de voir à l'écrit ce que l'autre est en train de lui dire. C'est là la grosse Ça lacune. va orienter probablement les gestes qu'elle va faire pour se faire comprendre. Exactement, exactement. Et c'est là la lacune. Donc, dans le fond, pour elle, c'est dans la réception de la communication et non dans l'émission. Et là, on dit, si elle préfère utiliser la LSQ, donc interprète par vidéo. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a tout le temps, 24 heures par jour, des interprètes de LSQ qui sont disponibles. Bon, auparavant, au téléphone, c'était plus compliqué, mais là, aujourd'hui, avec les tablettes, on peut voir les gestes. C'est absolument phénoménal. C'est révolutionnaire. Oui, oui, c'est d'une efficacité redoutable. C'est le CIVEC qui s'en occupe, qui le prend en charge dans notre cas, qui est basé à Montréal. En couvrant tout justement l'hôpital Maisonneuve, Rosemont et l'hôpital Santa Cabrini, ça fait qu'ils couvrent assez de territoire et assez de monde pour pouvoir avoir des équipes qui sont disponibles 24 heures sur 24. On s'entend que le temps d'attente est plus long quand c'est la nuit ou la fin de semaine, mais il y a quand même des gens qui sont prêts chez eux. Si ça sonne, si ça décolle, ils vont se mettre une chemise, ils vont se mettre devant l'écran, ils vont partir la caméra et ils vont commencer la session dans les minutes qui suivent. Et là, ils vont voir, dans le fond, les deux personnes qui essaient de communiquer entre elles. Là. Et donc, à ce moment-là, comment la communication fonctionne, c'est que la personne sourde signe devant la caméra de la tablette. L'interprète voit le geste, après ça, dit la phrase et c'est émis par la tablette. Mais dans le fond, c'est comme avoir une interprète dans la tablette. C'est ça. Tout à fait. C'est qu'au lieu de l'avoir à côté de soi, dans le fond, on rejoint quelqu'un qui va être capable de faire en sorte que les deux personnes se comprennent. Exactement. La seule chose qui nous reste à creuser, c'est d'aller chercher l'ASL. Qu'est-ce que c'est, l'ASL? C'est comme l'équivalent. On a le français et l'anglais. Bon, LSQ, français, ASL, anglais. Au Québec, on est majoritairement en LSQ, mais il y a quand même des zones du Québec où l'ASL est plus populaire. Oui, donc généralement, si la région est anglophone, dans le coin, l'ASL va être plus fort que la LSQ. Il y a des coins de la Montérégie où c'est comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas assez de demandes présentement au niveau de l'ASL pour qu'on puisse offrir le service 24 heures sur 24. C'est dans nos espoirs à court, moyen, long terme. Bon, les fameuses tablettes d'aide, elles sont disponibles où en ce moment dans les centres hospitaliers? Est-ce qu'il y en a en Montérégie? Oui. Donc, toute la Montérégie, ici, au Richelieu, c'est couvert. Oui, c'est couvert. Oui, pardon, ici, c'est Honoré-Mercier, pardon. Au Richelieu. Au Richelieu, ici, je commence à les mélanger. Je les ai un peu trop
visiter les hôpitaux du coin. Donc, toute la région du CISSS Montérégie-Est, CISSS Montérégie-Centre est couverte. OK. La seule zone qui nous reste à toucher, c'est l'Ouest, parce qu'il y a eu des changements de personnel importants à la fin de la pandémie et il y a eu un rajustement à faire. Ouais, ce qui fait que dans l'Ouest, il y a quoi? Il y a Anna-la-Berge à Châteauguay, Exactement. puis Valleyfield. Du Suroît, oui. Du Suroît, OK. Mais donc, sinon, au Richelieu, Charles-Lemoine, Pierre Boucher, Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, Ouais. l'Hôtel-Dieu à Sorel. Exactement. Tout C'est c'est fonctionnel couvert. aussi. Sorel, ça a été les premiers à l'accueillir. Ah, Il y avait ouais. un grand besoin parce qu'il y a un grand bassin de population sourde là-bas. Ça a été les premiers à avoir la tablette, à la mettre en place. Et ils ont fait le travail un peu de jouer du coude pour ouvrir le territoire, pour qu'on comprenne c'était quoi les lacunes dedans. Ils ont été super généreux et on les remercie. Pour les hôpitaux donc, qui acceptent d'avoir cette tablette-là, est-ce qu'il y a comme un minimum de formation qui vient au personnel? En fait, c'était ça Parce le qu'on problème. ils s'en servent peut-être pas tous les jours. Là, donc, Vous les mettez gens le doigt sur oublient, quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait que le collant soit si clair dans la manœuvre à suivre. Parce que le but à la fin, c'était que ça soit véritablement facile d'utilisation. Ce qui fait que même si tu as sauté la formation, ce qui va finir par arriver à 98 du monde, on ne se fait pas d'illusions. Par la simple présence du collant, tu peux comprendre comment te retrouver. Donc, la personne malentendante, elle voit le petit truc en question. La personne qui est à l'accueil voit ce qui doit être fait. Puis là, ben, après ça, la communication peut finir Ça par va démarrer. pas mal tout seul. Et même ultimement, on dit la communication à l'accueil, mais ça peut être plus loin dans la consultation avec le médecin. Là. C'est ce qu'on espère aussi, l'infirmière, c'est ou, qu'éventuellement, ailleurs dans l'hôpital, ça se propage. Mais tu sais, on y va un pas à la fois. On s'entend que l'outil même. qui a été développé là, on est conscient du fait qu'il pourrait servir en aide juridique. Parce que s'il y a une place où ça peut être un peu dérangeant de faire rentrer une tierce personne à titre d'interprète, c'est en aide juridique. Partout où il y a des services offerts sur la place publique, ça serait un outil extrêmement utile. Ben, un gros merci à vous. Un grand merci à vous. Et puis merci à la population d'accueillir ce nouvel outil pour faciliter l'accessibilité communicationnelle pour les personnes sourdes et malentendantes. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Le projet Correspondance de guerre sera présenté au domaine Trinity le 11 novembre prochain. C'est un projet sur lequel a travaillé longuement Françoise Dancause. Donc, rendez-vous au domaine Trinity le 11 novembre. À demain. Bye-bye.